à tous. Je vais essayer de vous présenter les résultats de mon travail de thèse qui porte donc, sur les facteurs liés à l'hôte et au traitement, les facteurs pronostiques au cours de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Je suis désolée si je m'interromps parce que j'ai une petite laryngique. Donc en pratique, la fièvre boutonneuse méditerranéenne est une maladie, comme son nom l'indique, qu'on retrouve au pourtour du bassin méditerranéen, également en Afrique subsaharienne, et qui est liée à une bactérie, donc Rickettsia connori, qui est transmise par les tiques Boone, Rhipicephalus sanguineus, et qui chez l'homme se traduit par une triade qui associe donc une escarre d'inoculation. En moyenne, 6 jours après apparaît une fièvre et puis une éruption maculo-papulique. Donc ça, c'est une triade classique qui est bien connue par les médecins. Donc la fièvre boutonneuse méditerranéenne a été décrite en 1910 en Tunisie pour la première description. Et puis pendant très longues années, elle a été considérée comme une maladie vraiment bénigne et comparée à la fièvre pourprée des montagnes rocheuses, qui est l'équivalent lié à Rickettsia rickettii qu'on retrouve essentiellement en Amérique et qui, elle, à l'époque, donnait des mortalités de l'ordre de 20%. Et puis, au début des années 80, donc, à Marseille, les premiers cas de fièvre boutonneuse méditerranéenne maligne ont été décrits avec une présentation clinique qui était celle donc de son homo latéral américain, la fièvre près des montagnes rocheuses. À l'heure actuelle, la mortalité varie nettement en fonction des séries au cours de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, de l'ordre de 2 à 10%. Et le pourcentage de cas sévères chez les adultes, qui sont essentiellement les patients présentant les formes les plus sévères, varie de 5 à 20%, également en fonction des séries. Cependant, en 1997, l'équipe de De Souza au Portugal ont rapporté une série clinique de patients hospitalisés avec des fièvres boutonneuses méditerranéennes, avec une mortalité pouvant aller jusqu'à 32%. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait cette augmentation de la sévérité au cours de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, que j'appellerais FBM pour raccourcir. Donc justement pour essayer de répondre à ces questions, j'ai fait une revue de la littérature portant à la fois sur les facteurs liés à l'hôte, aux pathogènes et au traitement, au cours des rickettsioses en général, et donc cette revue a été acceptée dans l'European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease. Donc en ce qui concerne le pathogène, qui n'est pas le domaine de ma thèse, mais je vais juste vous en dire un mot, les facteurs pronostiques liés aux pathogènes commencent à être un petit peu mieux connus, et on s'aperçoit qu'au cours de la FBM, en fait, il y a une sous-espèce de Rickettsia connori qui est maintenant identifiée comme Rickettsia connori subespèce israélie, qui donne des tableaux beaucoup plus sévères de FBM. Et à l'heure actuelle, la véritable fièvre boutonneuse méditerranéenne est uniquement liée à Rickettsia connori subespèce connori, sinon on parle de fièvre boutonneuse israélienne en quelque sorte. En pratique, pour expliquer cette pathogénicité au sein du pathogène, il y a quelques hypothèses qui sont en cours d'exploration. On peut imaginer qu'il y a peut-être également une évolution vers la réduction du génome de Rickettsia connori israéli par rapport à Rickettsia connori, et je crois que c'est en cours à l'heure actuelle de séquençage au laboratoire. On pourrait aussi, par similarité avec d'autres pathogènes, se poser la question de savoir si au sein de cette subespèce plus sévère, il n'existe pas plus de toxines, de modules toxines-antitoxines. En ce qui concerne ma partie, donc dans la littérature, pour ce qui est des facteurs de risque de sévérité liés à l'hôte, c'est essentiellement des études rétrospectives très hétérogènes, sans qu'il y ait vraiment de définition standardisée de ce qu'est la sévérité au cours de la FBM. Et pour ce qui est des facteurs pronostiques liés au traitement, alors là, il n'y a vraiment aucune donnée. Donc mon travail s'est organisé en 3 parties. Une première étude, je dirais clinique, qui a refait le point sur les cas cliniques diagnostiqués récemment à Rickettsia connori subespèce connori pour s'affranchir des facteurs de risque éventuellement liés au pathogène, et puis à étudier donc les facteurs liés au traitement au cours de la fièvre boutonneuse, et surtout avec des modèles in vitro d'infection à Rickettsia connori. Et la troisième partie donc est l'étude de la réponse de l'hôte au sein des escarres.
Donc quand j'ai repris sur les 10 dernières années, façon rétrospective, les cas cliniques de FBM qui ont été décrites, qui ont été diagnostiqués au laboratoire, j'ai pu retrouver 161 cas, et parmi ces cas-là, en appliquant une définition stricte de sévérité, à savoir la présence d'une défaillance multiple d'organes, ou bien des cas des décès, j'ai retrouvé 26 cas sévères. En comparant donc, ces 26 cas sévères par rapport aux cas non sévères, j'ai pu retrouver les facteurs épidémiologiques, cliniques et biologiques qui habituellement sont associés à la sévérité dans la littérature. De façon indépendante, ce que j'ai trouvé dans cette série comme associé à la sévérité, c'est le tabagisme qui a déjà été retrouvé dans votre série, la présence au cours de la maladie d'une déshydratation et puis la présence d'une hyponatrémie. Et puis de la même façon, je me suis intéressée un petit peu au traitement qu'avaient reçu ces patients pour voir s'il y avait une différence sans aucune a priori initialement. Je me suis aperçue que la doxycycline, chose qui est finalement un petit peu intuitive et associée de façon négative entre guillemets du moins et un facteur pronostic, est un facteur protecteur de la sévérité. Et de façon très curieuse, je me suis aperçue que les fluoroquinolones, qui sont pourtant considérés comme efficaces, étaient liés à la sévérité avec un odds ratio de l'ordre de 3. Donc cette découverte un peu fortuite, initialement, on s'est dit que c'était tout simplement un biais, puisque les patients sévères qui reçoivent en général des quinolones, nos confrères réanimateurs, c'est ce qu'ils utilisent très facilement, parce que ça a une bonne diffusion à spectre large. Donc j'ai regardé de façon plus précise, finalement, avant qu'il y ait des critères de sévérité, tous les patients, qu'est-ce qu'ils avaient reçu comme antibiotiques. Et je me suis aperçue qu'en fait, avant même que les patients n'aient des critères de sévérité, il y avait une proportion beaucoup plus importante de patients traités par fluoroquinolone que par d'autres traitements. Et il existe donc une association significative entre recevoir des fluoroquinolones et l'évolution vers la sévérité, ceci de façon également indépendante. Et la doxycycline, comme je vous l'ai déjà dit, est par contre retrouvée comme associée à une moindre sévérité et étant en quelque sorte un facteur protecteur. Pour ce qui concerne la doxycycline, les Américains ont déjà mis en évidence cette même protection, on va dire, au cours de la fièvre auprès des montagnes rocheuses. Donc je me suis intéressée finalement aux autres rickettsioses qui sont traitées par fluoroquinolone, et dans la littérature on retrouve des évolutions défavorables de patients infectés par des rickettsioses, et notamment Rickettsia provazekii et typhi, un cas de typhus épidémique qui est décédé alors qu'il avait reçu des quinolones de façon assez rapide, et puis 2 cas de typhus endémique qui ont mal évolué. Il a fallu changer le traitement alors qu'ils avaient été traités par quinolone, encore une fois, quinolone qui était jusqu'à présent considéré comme des alternatives à la doxycycline pour traiter les rickettsioses. Donc c'est un travail qui est à l'heure actuelle soumis au JAC et qui est en cours de révision. En ce qui concerne la deuxième partie, donc les facteurs pronostiques liés au traitement au cours de la FBM, mais surtout sur des modèles in vitro, donc du fait de ce que j'ai trouvé au niveau de l'étude clinique, je me suis intéressée à l'impact des fluoroquinolones sur des cultures cellulaires infectées par Rickettsia conuri. On sait qu'in vitro, les fluoroquinolones sont actives sur Rickettsia conuri, et même, comme je vous l'ai dit, en clinique, c'est des alternatives à la doxycycline. Cependant, quand on regarde la littérature sur les fluoroquinolones, on s'aperçoit aussi que ces mêmes fluoroquinolones, qui pourtant sont très actives, vont pouvoir également induire les toxines, que ce soit des toxines qui sont plasmidiques ou chromosomales, avec des doses qui peuvent être soit infra-inhibitrices, soit supra-inhibitrices. En ce qui concerne les toxines des rickettsi, et notamment de Rickettsia conuri, on sait que dans le génome de Rickettsia conuri, il existe 9 toxines et un seul module toxine-antitoxine qui pourrait, je dis bien pourrait, éventuellement avoir une fonction, mais qui jusqu'à ce jour n'a pas de fonction identifiée. Donc on s'est posé la question de savoir quel pouvait être le rôle de la toxine de conuri, et surtout si elle pouvait éventuellement être induite par les fluoroquinolones. Donc pour ça, j'ai utilisé une méthode que j'utilise
j'utilise depuis mon master, qui est la méthode des plages de Lise. Et je me suis intéressée pour voir si les cellules traitées par fluoroquinolone avaient soit sous-inhibitrices, soit supra-inhibitrices, comparées bien entendu à des cellules infectées non traitées, avaient finalement une taille plus importante, s'il y avait plus de plages de Lise ou si les lises visibles étaient plus importantes. Donc, grâce à des boîtes quadrillées, j'ai pu suivre finalement les mêmes plages de Lise au cours du temps, avec bien entendu pas de différence au temps H0, et on s'aperçoit qu'à H2, H4 et également H6, la ciprofloxacine utilisée à dose donc, sous-inhibitrice ou bien supra-inhibitrice induit des plages de Lise significativement plus importantes que le contrôle. On retrouve également cela jusqu'à 24 heures avec un effet un petit peu moins. Donc se pose la question de savoir quel est le mécanisme de cette cytotoxicité plus importante induite par les quinolones. Donc pour essayer de voir si les toxines et le module toxine-antitoxine de Rickettsia connori pouvaient avoir un rôle à jouer là-dedans, j'ai réalisé donc, de la PCR quantitative, de la RT-PCR quantitative en temps réel sur l'antitoxine, sur le gène de l'antitoxine VAP-C, sur le gène de la toxine VAP-C et sur un gène de ménage, après avoir traité mes cellules soit par ciprofloxacine à dose subinhibitrice ou supra-inhibitrice, et bien sûr en comparant cela par rapport à des témoins et en regardant ce qui se passait après 2 heures, 4 heures ou 24 heures d'ajout des quinolones. Et on s'aperçoit en fait que les fluoroquinolones utilisés à dose supra-inhibitrice vont à la fois augmenter à la fois la toxine et l'antitoxine à H2, à H4 également, il y a une différence qui n'est pas significative, et puis à H24, c'est vrai qu'il existe une augmentation de la toxine, un peu moins de cytoxine, mais pour l'instant, on n'a pas bien d'éléments pour augmenter cela. En ce qui concerne, donc, là, c'est corrélé avec ce qui avait été vu d'un point de vue microscopique par le modèle des plages de Lise. Donc, comment essayer comment est-ce que finalement, si c'est bien les toxines de Rickettsia connori qui agissent pour augmenter la cytotoxicité, comment est-ce que les toxines bactériennes peuvent agir sur finalement la cellule hôte? Alors une des hypothèses, notamment basée sur des travaux que Gilles Odoli a réalisés pour l'instant au laboratoire, ça serait qu'il puisse y avoir un passage de la toxine dans le cytoplasme de la cellule hôte, éventuellement par le biais d'un système de sécrétion de type 4, mais ça pour l'instant c'est vraiment une hypothèse. Étant donné que la toxine a une stabilité plus importante que l'antitoxine, on pourrait imaginer éventuellement que cela pourrait agir là-dessus. Par ailleurs, la toxine VAP1C a une activité RNase, et donc à l'heure actuelle, mes travaux essayent justement de comprendre un petit peu les mécanismes de la cytotoxicité avec réalisation de Western blot donc sur des cellules infectées, enfin sur le cytoplasme de cellules infectées, avec des anticorps spécifiques dirigés contre VAP-C1, et puis également de tester l'activité RNase, donc de mes bactéries purifiées traitées par fluoroquinolone sur des ARN commerciaux, et également de réaliser du FISH. En ce qui concerne toujours l'effet des traitements sur le pronostic et l'infection par Rickettsia connori, je me suis également intéressée à l'effet des statines, qui sont donc des inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase, qui ont bien entendu un rôle réducteur sur le cholestérol, mais également sur des dérivés isoprénoïdes, et qui leur confèrent des activités anti-inflammatoires et pléiotrophiques qui sont maintenant connues dans beaucoup de modèles. Donc toujours par le biais d'une méthode de plage de Lise, en traitant mes cellules avant de les infecter ou pas par statine, en utilisant la lovastatine ou la pravastatine. À l'époque, donc j'avais mis au point avec Léon Espinosa une méthode d'analyse qui pouvait objective, on va dire. On a pu
pu mettre en évidence que la lovastatine utilisée avant l'infection à des doses qui sont celles qu'on utilise chez l'homme, enfin qu'on obtient chez l'homme, induisait une réduction de l'ordre de 68% des infections comparées au contrôle, que la pravastatine également induisait une réduction d'infection par rapport au contrôle, mais utilisée à des doses qui ne sont pas celles qu'on obtient chez l'homme.